Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet ultime épisode de l'été philosophique dans lequel vous avez pu bronzer malin et bronzer philo. Je vous propose aujourd'hui donc de prolonger cette chaleur estivale à travers une question importante, qui est celle du rôle de l'intellectuel, et de traverser cette question accompagné de Emerson, Ralph Waldo Emerson, et notamment d'une conférence qu'il a donnée en 1837 qui s'intitule L'intellectuel américain. Avant toute chose, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tous les épisodes, maintenant qui sont nombreux, de tout cet été philosophique et aux interventions de tous les intervenants et de tous les philosophes qui ont participé à cet été philosophique. Et maintenant, pourquoi est-ce que cette question me semble importante, très importante, la question du rôle de l'intellectuel. Elle me semble importante parce qu'elle clôt cet été philosophique. Elle aurait pu être en introduction des vidéos que j'ai pu vous proposer. Je la trouve très importante parce qu'elle va faire écho, ou elle fait écho, comme vous allez le voir, à cette maxime prônée par Philosophia et à laquelle je souscris profondément, qu'il est urgent de rendre la philosophie populaire. Et ça me semble très important de pouvoir l'illustrer et le montrer en faisant écho justement à Emerson, qui, comme vous allez le voir, va montrer que évidemment la philosophie est accessible à tout le monde, et non pas parce que la culture ou les livres seraient accessibles à tout le monde, ce qui en soi, de fait, peut être vrai, encore faut-il pouvoir être initié à cette culture, mais Emerson va montrer en quoi reposent vraiment les valeurs, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire ce mot-là, quelles sont les valeurs de l'intellectuel. Et ces valeurs reposent bien plus sur l'action et la création, comme on va le voir, que sur une performance intellectuelle pure qui serait déconnectée du monde. Car lorsque l'on pense à l'intellectuel ou à l'intello, on a souvent tendance à imaginer que l'intellectuel est quelqu'un qui est complètement déconnecté, en tout cas en marge ou à côté ou au-dessus de la société ou voire du commun des mortels. Or, quel serait son rôle dans la société si l'intellectuel était à côté et pas dedans? Et ça va être intéressant de voir justement avec Emerson comment est-ce que l'intellectuel, qu'il renomme l'homme pensant, et on va vite comprendre pourquoi, est un homme qui pense par définition, mais aussi qui vit et dont la philosophie tire sa plus grande force, non pas des livres et du domaine académique ou intellectuel qui serait justement écrit, mais bien plus de sa propre vie. Alors, nous sommes en 1837. Emerson va prononcer cette conférence, l'intellectuel américain, et son propos va consister à essayer d'émanciper ces tout jeunes esprits étudiants américains, essayer de les émanciper de la tradition et de l'académisme de la vieille Europe. Ce que veut Emerson avec son discours, c'est proposer une vision justement de ce que pourrait être l'intellectuel américain. Donc c'est en cela certainement que cette conférence garde un goût intemporel et en tout cas une note de renouveau qui, à chaque moment de crise, comme on pourrait en vivre en ce moment par exemple, peut faire écho et paraître très 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 contemporaine. Alors évidemment, mon but ici n'est pas que nous devenions tous des intellectuels américains, mais bien au contraire de voir en quoi est-ce que Emerson, euh, qu'est-ce qu'il imagine pour pouvoir définir justement ce que devrait être l'intellectuel américain. Donc c'est une histoire d'émancipation. Ce que va montrer Emerson, c'est que la société comme elle est, et je vous disais tout à l'heure que comment penser le rôle de l'intellectuel si on le pense en dehors de la société. Emerson va commencer son propos en posant ou en rappelant une fable antique. Et je me propose de vous lire comment Emerson aborde ça. Emerson dit: selon l'une de ces fables qui, venues d'une antiquité inconnue, nous apporte une sagesse que nous n'avons pas recherchée, les dieux, au tout début, ont divisé l'homme, avec un grand H, en homme, avec un petit h au pluriel, pour qu'il soit plus à même de se défendre, tout comme la main fut divisée en doigts, pour mieux répondre à ce pourquoi elle avait été créée.
Cette antique légende cache une doctrine toujours nouvelle et sublime. Il existe bien un homme, avec un H majuscule, qui n'est que partiellement présent chez tous les hommes, avec un petit h au pluriel, ou qui n'est présent que dans une faculté particulière. Il nous faut donc prendre en compte la société tout entière pour trouver cet homme dans sa complétude. Cette image, cette fable, mais vraiment cette image, qui est même une représentation physique, organique finalement, parce que la comparaison à la main est faite, donc la comparaison à un organisme est d'emblée posée, cette idée va être la représentation de base à partir de laquelle Emerson va développer son propos. Depuis toujours, à la base, à l'origine, les hommes ensemble, les hommes individuellement constituent, lorsqu'ils sont ensemble en société, un homme avec un grand H, comme une société. C'est cette image-là qui va guider Emerson dans son propos. Parce que si cette fable est antique, force est de constater qu'aujourd'hui, la représentation que l'on a de l'homme et des hommes, en tout cas des hommes, oublions cet homme avec un grand H, des hommes ensemble au sein d'une société n'est pas constituée de la même manière qu'un organisme qui travaillerait ensemble et de concert. Le constat que fait Emerson, c'est que aujourd'hui, la société est malade et qu'elle se comporte comme un organisme malade. Encore une fois, je lis Emerson. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, ce petit propos que j'ai avec vous aurait pu consister à simplement vous lire la conférence d'Emerson, tellement sa parole est claire. Ce n'est pas du tout un langage avec du jargon ou technique de philosophie, bien au contraire. Et d'ailleurs, c'est la forme du propos d'Emerson illustre parfaitement le fond, c'est-à-dire que toute pensée est accessible à n'importe quelle personne. J'y reviendrai un peu plus tard. Emerson donc poursuit. Cette fable signifie donc que l'individu, s'il veut prendre complète possession de lui-même, doit parfois se détourner de son propre travail pour étreindre tous les autres travailleurs. Mais malheureusement, cette unité originelle, donc l'organisme original, l'homme avec un grand H, cette unité originelle, cette source de puissance a été tellement scindée entre des multitudes, elle a été sous-divisée et distribuée en des parts si infimes qu'elle n'est plus que gouttes minuscules que l'on ne peut plus réunir. La société est un corps dont les membres ont été amputés du tronc et se pavanent comme autant de monstres ambulants. Un bon doigt, un cou, un estomac, un coude, mais en aucun cas un homme. Le constat est radical. Voilà dans le contexte dans lequel Emerson se propose d'essayer de définir ce que pourrait être l'intellectuel américain. Son constat est le suivant. Les hommes dans la société telle qu'elle est faite aujourd'hui n'ont plus ni la conscience, ni même la fonction de vivre et de travailler, entre guillemets, ce terme est utilisé, comme un organisme, c'est-à-dire les uns en relation avec les autres. Et Emerson va plus loin en disant que le planteur, qui est l'homme envoyé dans les champs pour récolter de la nourriture, ne se réjouit que rarement de l'idée, sous quelque forme que ce soit, de la véritable dignité de sa charge. Il voit son boisseau de grain et sa charrette, mais il ne voit rien d'autre au-delà, et il se coule dans la peau du fermier, au lieu d'être l'homme, avec un grand H, à la ferme. Le commerçant ne donne que très rarement une valeur idéale à son travail. Il est au contraire hanté par le caractère routinier de son métier, et son âme est soumise au dollar. Le prêtre devient une sorte de forme, l'homme de loi, un code juridique, le mécanicien, une machine, le marin, un cordage de son navire. Ce qu'affirme Emerson ici, c'est que la société nous propose des experts, la société nous propose des hommes, avec un petit H, tellement spécialisés, tellement, peut-être on pourrait dire, efficaces, ça n'empêche pas, efficaces dans leur domaine, qu'ils n'ont plus ni la conscience, ni même la connexion, alors c'est un mot très contemporain, mais en tout cas le lien avec leur humanité de manière générale. C'est le constat que fait Emerson de la société. Bien évidemment, vu que son propos est de parler de l'intellectuel, il en va de même de l'intellectuel, et c'est là ce qui nous importe. Au cours de cette distribution, dit Emerson, distribution des fonctions, l'intellectuel a reçu l'intelligence. Idéalement, il est donc l'homme pensant.
L'homme pensant, c'est-à-dire l'homme avec un grand H qui pense. Il fait partie de cette humanité commune avec ce don, cette capacité particulière qui est de penser. Mais il ajoute, quand victime de la société, de cette société qui divise et qui rend spécifique, en tout cas expert, chaque corps de métier, donc quand victime de la société, il a dégénéré, il tente alors à devenir un simple penseur, ou pire encore, un perroquet qui répète les pensées des autres hommes. Voilà le point de départ du propos d'Emerson. Emerson va proposer une vision d'un intellectuel qui ne serait pas le perroquet d'autres pensées qui existent. Emerson va proposer une vision de l'intellectuel non pas comme un expert de la pensée, ou en tout cas même pas de la pensée, un expert des idées, qui serait la collection, ou en tout cas le témoignage des intelligences passées, donc des livres. Non, il va proposer une vision de l'intellectuel qui justement s'oppose à ça et qui redeviendrait l'homme pensant. Donc à partir de maintenant, je risque de beaucoup prononcer le terme d'homme pensant, beaucoup plus que de intellectuel. Aussi, pour pouvoir essayer de retrouver et d'essayer de définir ce que peut être l'homme pensant, cet intellectuel que souhaite voir renaître, en tout cas, ou renaître Emerson, il va donc se positionner, prendre le temps de revenir sur les influences qui font qu'un homme devient un homme pensant. Emerson dit qu'il y a 3 influences qui nourrissent justement l'homme pensant. Non pas l'intellectuel qui est un perroquet, mais l'homme pensant. Ces 3 influences vont être la nature, premièrement, ensuite le livre ou les livres, mais nous allons voir que le rapport au livre est un rapport compliqué et qu'il nécessite prudence et recul. Et enfin, la 3e influence, et pas des moindres, c'est celle de l'action et de la vie active. Donc finalement, ce qui fait qu'un homme devient un homme pensant, c'est son rapport à la nature, son rapport au livre et son rapport à la vie. Je vous propose de, accompagné d'Emerson et de sa prose qui me parle d'elle-même, de revenir sur les différentes influences et d'essayer de proposer un portrait de ce que peut être l'intellectuel pour Emerson, sans oublier que ça pourrait être notre modèle à nous et qu'il est peut-être temps de retrouver des intellectuels qui soient des hommes pensants, peut-être. Alors, la première des influences, c'est celle de la nature. Entre parenthèses, dans le cadre actuel avec les questionnements environnementaux, je pense que il n'est pas anodin d'avoir comme première influence la nature lorsqu'on traite de la question de l'intellectuel et du rôle de l'intellectuel dans la société. Emerson écrit « L'influence première, dans le temps comme en importance, c'est la nature. » Que l'esprit reçoit, c'est celle de la nature. Emerson va dire que l'esprit, comme la nature, ont ceci en commun qu'ils connaissent l'infini. Je cite Emerson, qu'est-ce que la nature pour lui, pour l'esprit? Il n'y a jamais de début, jamais de fin. À la continuité inexplicable de cette toile que tisse Dieu, mais une puissance circulaire qui revient sans cesse sur elle-même. Elle est similaire en cela à l'esprit de l'intellectuel, un esprit si entier et si illimité qu'il ne pourra jamais en trouver ni le début ni la fin. Alors, Dieu est cité, mais, et là je vous enjoins à aller voir justement le positionnement des transcendantalistes sur la question de Dieu et la question du sacré. Il ne s'agit pas d'un Dieu chrétien, il ne s'agit pas d'un Dieu chrétien de manière générale, ni protestant, quoi que ce soit. Voilà, le rapport à Dieu est particulier pour Emerson comme pour tous les transcendantalistes. Et Dieu est présent dans la nature et Dieu est présent dans les choses qui nous entourent, mais il n'y a pas de loi spécifique comme il y aurait de livres révélés dans les religions révélées. Donc le premier point commun, et pourquoi la nature est une influence pour l'esprit de l'intellectuel, c'est parce qu'ils ont cela en commun, c'est ce rapport à l'infini. Ce qui n'est pas anodin, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc il n'y a pas de,
comment dire, de début à la pensée comme il n'y aurait pas de fin? Est-ce que cela va jusqu'à dire qu'il n'y a pas forcément de méthode d'apprentissage pour commencer à comprendre les choses qui nous entourent? Ce n'est pas totalement le cas. Emerson après parlera justement de comment l'esprit s'éveille à la compréhension du monde qui nous entoure et notamment à la compréhension de la nature et comment l'homme commence à classer les choses pour essayer de les comprendre. Mais on voit même avec cet esprit de méthode qui fait qu'on essaye d'apprendre les choses de manière ordonnée et surtout d'essayer de mettre un ordre sur les choses du monde qui nous entoure. Finalement, il reste quand même cela de similaire, qui est que la nature comme mon esprit restera quelque chose d'infini. Il est très difficile de connaître le début d'une pensée comme il serait très difficile d'en connaître la fin. Et c'est la même chose avec l'infini qui nous entoure. Ce premier constat n'est pas sans conséquence parce qu'il fera dire à Emerson quelque chose d'assez puissant. Il dira que justement, apprendre à se connaître, c'est finalement aussi apprendre à connaître le monde qui nous entoure. Et il a cette phrase très forte et cette image très forte que la nature et l'esprit sont comme le sceau et l'empreinte d'un sceau. Il écrit la nature est le symétrique de l'âme et elle lui répond point par point. L'une est le sceau, l'autre l'impression de ce sceau. La beauté de la nature est aussi celle de l'esprit. Les lois de la nature sont aussi les lois de l'esprit. La nature devient alors la mesure des accomplissements. Ce qu'il ignore, donc ce qu'il ignore le jeune intellectuel, de la nature est aussi ou ce qu'il ne possède pas encore de son propre esprit. Et c'est ainsi que, in fine, lorsque l'on étudie, le vieux précepte « connais-toi toi-même » et le nouveau précepte « étudie la nature » deviennent enfin une seule et unique maxime. Il y a donc, chez Emerson, l'idée que se connaître soi-même est synonyme de connaître la nature et de connaître ce qui nous entoure. Ça paraît quelque chose d'assez simple. Il paraît évident que dans l'éveil du monde qui nous entoure, l'éveil au monde, on apprenne à se connaître dans son altérité, dans l'altérité qu'on a avec ce qui nous entoure, dans la ressemblance, dans la similitude. Or, ce précepte, le parallèle que fait Emerson entre l'idée de se connaître soi-même, qui est le premier précepte philosophique, et l'idée de connaître la nature, quelque chose qui recrée du lien entre l'homme et le monde, ce qui est déjà le cas à l'époque, et qui aujourd'hui fait un écho très retentissant à ce que nous vivons actuellement, que justement l'intellectuel déconnecté, et j'utilise encore ce terme un peu familier, mais déconnecté du monde, déconnecté même de la nature, plongé dans les livres, plongé dans une sorte de monde technique intellectuel, perd justement ce rapport premier, qui est pourtant, comme le dit Emerson, un rapport premier à la connaissance. Connaître la nature, c'est avant tout se connaître soi-même et réciproquement. La deuxième influence, après la nature, c'est celle du livre. Et c'est une influence très ambiguë, particulière. À la question « qu'est-ce qu'un intellectuel ?», on aurait tendance à dire que l'intellectuel est celui qui a une grande culture, est celui qui connaît les livres, celui qui passe son temps à la bibliothèque ou sur son bureau, coupé du monde et la tête dans les nuages, si ce n'est justement dans la littérature ou la philosophie. Or, Emerson, même s'il va concéder, et c'est même pas concéder, même s'il va affirmer et fort que les livres sont la meilleure des choses, ou peuvent être la meilleure des choses, va d'abord montrer à quel point le livre peut être d'une influence néfaste pour l'esprit, justement, de l'homme pensant. Je vais essayer de retracer les différentes étapes par lesquelles Emerson arrive à cela. Pourquoi est-ce que le livre est une influence pour l'intellectuel et pour l'homme pensant ? Tout simplement parce qu'il est, comme le dit Emerson, l'esprit du passé. Évidemment, un intellectuel, celui qui pense, se doit aussi de connaître, comme on sait que la pensée est infinie, de connaître aussi l'esprit du passé. Pour se positionner par rapport à lui, en tout cas pour apprendre de lui. Et en cela, Emerson le dit, la théorie du livre
est noble. Et il écrit, l'intellectuel des premiers temps a reçu en lui le monde qui l'entourait, il a longuement réfléchi, etc., etc. Je vais essayer de paraphraser plus rapidement ce que dit Emerson. Emerson pense que, évidemment, à la base, un livre, c'est le témoignage, en tout cas, le résidu, mais pas du tout au sens péjoratif, d'une pensée vivante. L'homme pensant, capable d'écrire, capable de transmettre sa pensée, va la mettre en livre, va la mettre, voilà, pour faire rapide. Or, Emerson va dire que il y a toujours, et il le dit clairement, il le dit, la métaphore est assez drôle, tout comme aucune pompe à air ne peut jamais créer le vide parfait, aucun artiste intellectuel, etc., ne peut complètement exclure de son livre le conventionnel, le local, le périssable. Il ne peut davantage écrire un livre de pensée pure qui sera aussi profitable à tous égards à une lointaine postérité qu'aux contemporains, ou plutôt qu'à l'époque suivante. Ce que va dire Emerson, c'est qu'aucun livre n'est parfait et qu'aucun livre ne peut retranscrire la vivacité de la pensée de celui qui la portait. Ce qui fait dire à Emerson, et c'est là où se trouve toute la subtilité justement de ce propos, cependant, c'est ici que se produit une grave erreur. Le caractère sacré qui s'attache à l'acte de création, à l'acte de pensée, est transféré sur le produit de ces actes. Finalement, l'erreur, c'est qu'on vénère un livre au lieu de vénérer la pensée qui l'a produit. Et pour Emerson, là est l'erreur fatale. Alors, erreur, mais qui devient une faute morale lorsque justement on donne un caractère sacré, ce que je viens de dire, au livre. Et Emerson va encore plus loin, il dit que tout comme l'amour que l'on ressent pour le héros est ensuite corrompu en vénération idolâtre de sa statue, immédiatement le livre devient nocif et le guide se fait tyran. Ce que est en train d'amorcer Emerson, c'est l'idée que vénérer un auteur parce que nous avons lu ses livres, c'est une erreur. Nous pouvons être touchés, stimulés par une pensée, mais nous ne pouvons pas en faire une pensée morte et une pensée idolâtre. Et ça va faire dire à Emerson ces phrases qui peuvent faire sourire. C'est ainsi que grandissent dans les bibliothèques des gens humbles et mous, qui croient qu'il est de leur devoir d'accepter les vues de Cicéron, Locke ou Bacon que les idées que ceux-ci ont exposées. Ils oublient que Cicéron, Locke et Bacon n'étaient que des jeunes gens eux-mêmes enfermés dans des bibliothèques quand ils ont écrit leurs livres. Et alors, au lieu de l'homme pensant, nous avons droit au rat de bibliothèque. Nous avons une classe de lettrés qui vénèrent des livres en tant que tels, non pas dans leur relation à la nature et à la constitution humaine, mais en tant qu'ils forment une sorte de tiers-état avec le monde et l'âme. Ce qu'est en train de dire Emerson, c'est que la grande erreur consiste à transposer, comme je disais, la vénération, enfin en tout cas une aspiration à une pensée autonome, vers un objet mort, fini, c'est-à-dire un livre. C'est la pire des choses qui puisse arriver pour Emerson. Il faut faire bon usage des livres. Mais quel est le bon usage? Et Emerson va dire, les livres ne servent à rien sinon à inspirer. Et il dit cette phrase assez merveilleuse. Je préférerais ne jamais voir un livre plutôt que de me faire attirer par lui hors de ma propre orbite pour devenir ainsi un satellite et non plus un système. La seule chose qui est vraiment de la valeur en ce monde, c'est l'âme active. L'âme active, qu'est-ce que c'est? Emerson le dit plus tard. L'âme active voit la vérité absolue et elle exprime ou crée la vérité. Cette âme active, Emerson va aller plus loin en disant, elle est accessible à tout le monde. Alors que elle est la forme même du génie, et que le génie n'est pas le privilège de quelques favoris, mais qu'il est l'apanage de tout homme. Le renversement que fait Emerson ici est remarquable, parce qu'il permet de dire que, d'une part, de mettre de côté une sorte de révérence envers une institutionnalisation de la pensée qui se ferait à travers les livres, comme si pour bien penser, il fallait ou écrire, ou avoir lu. Or, ce que va dire Emerson, et c'est vers ça que va cette conférence, la plus importante des influences de l'intellectuel
ce n'est pas sa culture, ce n'est pas sa connaissance de l'histoire des idées, mais sa capacité à penser. Et donc si on transpose ça dans le domaine de la philosophie, le plus important lorsqu'on fait de la philosophie, ce n'est pas d'avoir une culture philosophique, ce n'est pas de connaître et de maîtriser l'histoire de la philosophie, mais c'est d'être capable de philosopher. Et ce que pose là Emerson, et que je trouve remarquable, c'est de montrer clairement, distinctement et de l'affirmer vraiment très fort que être un intellectuel, c'est avant tout être un homme actif. Et ce n'est pas anodin si la troisième influence, et je suis obligée d'aller un peu rapidement justement sur les autres choses qu'il va dire sur le livre, où Emerson va dire que ce qui est merveilleux dans les livres, et les livres qui sont les plus touchants sont ceux qui justement témoignent de ce rapport vivant au monde, et qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de se rendre compte qu'un auteur qui est mort il y a 200, 300, 1500 ans, d'un autre genre, d'un autre sexe, d'une autre époque, d'une autre culture, dit des choses avec une vérité, et donc cette âme active qui voit la vérité, avec une vérité qui touche et qui fait écho à ma propre vérité. Vous savez, c'est ce sentiment quand on lit quelque chose et qu'on dit mais c'est vrai, c'est vrai. Et ce sentiment, cette évidence de vérité, là réside le témoignage de l'âme active. Et que l'homme pensant, et c'est ce qu'affirme vraiment Emerson, l'homme pensant n'est pas celui qui est capable de vous dire comme a dit Cicéron ou comme a dit Bacon, nanana. Non, c'est celui qui va pouvoir témoigner de sa propre vie. Et ces livres, les livres sont donc merveilleux lorsqu'ils arrivent à infuser, à transmettre ce sentiment de vérité qui est justement le témoignage d'une vie vécue et d'une pensée qui s'ancre dans la vie. Et c'est pour cela que la troisième des influences, donc après la nature, la première, la deuxième, les livres, mais on voit bien avec quelle précaution le livre est une influence importante, parce que Emerson, bien sûr, fait une concession à la culture, et que tout intellectuel se doit d'avoir une culture. Mais encore une fois, Emerson le dit clairement, prenons à Kant ce que l'on a envie, ce que mon esprit et mon âme active a envie de prendre à Kant, comme je pourrais prendre à d'autres penseurs, ce qui en moi fait écho. Et donc il y a vraiment l'idée que la culture est importante à condition qu'elle vienne nourrir une propre pensée, et que l'accumulation de références culturelles ne forme en rien une pensée, ce qui n'est pas anodin. Et donc la troisième influence, je reprends, après la nature, après le livre, c'est évidemment, bon, là on a commencé déjà à bien l'aborder, c'est ce que la vie, on pourrait nommer la vie active, ce qui fait écho à l'âme active. Et donc cette troisième influence, qui est donc l'action tout simplement, Emerson la pose comme une opposition à la représentation classique que l'on a de l'intellectuel, et nous l'avons déjà dit au début de cette vidéo, l'intellectuel assis, voûté, qui ne vit pas la vie active de tous les hommes. Ça, c'est vraiment une pensée ou en tout cas une idée contre laquelle Emerson s'oppose. Emerson va dire cette chose qui me semble extrêmement importante, il va dire « Je ne peux savoir que ce que j'ai vécu. Nous savons instantanément distinguer les mots chargés de vie de ceux qui ne le sont pas. » Donc ça me semble important. Et Emerson continuera en disant, et cela va pouvoir être notre début de conclusion, pour faire cette ouverture, parce que finalement, ce à quoi enjoint Emerson avec ce discours qu'il fait devant des jeunes étudiants de Harvard, c'est de dire vivez, pensez, créez votre pensée, émancipez-vous justement de cette vieille Europe. Dans le contexte, à ce moment-là, c'est la vieille Europe, mais cela s'adapte à n'importe quel moment de l'histoire. Et donc, devenez vous-même les penseurs de votre vie. Et ce que veut dire Emerson, c'est vraiment que c'est complètement accessible à tout le monde, à partir du moment où on est actif et dans la vie. Et donc Emerson, je ne pourrais pas dire conclut complètement son propos là-dessus, mais cela me semble extrêmement important. Il dit « Notre esprit tantôt pense, tantôt agit, et chaque mouvement reproduit l'autre. » Quand l'artiste a épuisé ses sources, quand l'imagination ne peut plus peindre, quand les pensées ne s'appréhendent plus et que les livres n'inspirent plus que lassitude, il lui reste toujours la ressource de vivre. La personnalité est supérieure
à l'intelligence. La pensée est la fonction, mais la vie est agent. Le fleuve se retire vers sa source. Une grande âme sera assez forte pour vivre, tout comme elle sera assez forte pour penser. Lui manque-t-il l'organe ou le médium pour délivrer ses vérités? Elle peut toujours se replier sur sa force élémentaire et vivre ses vérités. Là se trouve l'acte total. Penser est un acte partiel. Aussi, la première des choses que doit faire un intellectuel, c'est vivre. Et si il y a bien quelque chose à retenir pour conclure assez rapidement cette définition que nous propose en tout cas Emerson sur l'intellectuel, c'est l'idée vraiment importante que un intellectuel et son rôle dans la société n'est pas d'accumuler un savoir. Et que finalement, ceux qui se disent intellectuels parce qu'ils ont amassé une grande connaissance ne sont pas forcément des hommes pensants. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un d'actif, ce n'est pas parce qu'on pense qu'on n'a pas de culture que l'on n'est pas un intellectuel et que l'on n'est pas un homme pensant. Alors sur ce, je vous souhaite un bon automne philosophique et comme le dit Emerson, quand les journées sont plus courtes, il restera toujours, et c'est le moment peut-être d'aller dans les livres, quand peut-être il y a moins à aller vivre sa vie dehors. Mais n'oubliez pas que dès qu'il refait beau, il est important de ressortir et d'éteindre les lumières et de fermer les livres. Sur ce, je vous dis, soyez des bons hommes pensants et n'oubliez pas de regarder la nature, de temps en temps fermer les livres et d'être un peu actif. Je vous souhaite une très bonne continuation et peut-être à bientôt. Au revoir.